plaisir de recevoir Thomas Desrues, qui est directeur général de Juniper France. Thomas Desrues, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous savez, la première question de cet entretien de notre rubrique l'invité de la semaine, c'est de savoir quelle est l'actualité de la semaine passée qui a retenu votre attention. Une actualité qui concerne un peu notre écosystème IT, mais qui peut être un peu plus large que ça. Donc, quel est l'élément qui a retenu votre attention? Oui, alors, sans doute deux choses qui restent dans notre sphère réseau et IT. J'ai été très intéressé, comme sans doute beaucoup d'entre nous, de voir l'influence ou l'évolution des influences numériques dans un contexte géopolitique international un petit peu mouvant, probablement sous tension. On a vu un certain nombre de questionnements arriver sur d'éventuelles influences extérieures par les voies numériques sur les élections américaines il y a quelques semaines. On sent bien qu'il y a derrière tout ça un sous-jacent de sécurité et qu'on voit arriver aujourd'hui dans les journaux des choses qu'on imaginait dans les films il y a sans doute une dizaine d'années. Donc voilà, c'est assez révélateur de notre époque sans doute. Mais dans les journaux et dans la réalité Dans aussi. les journaux et dans la réalité, absolument. C'est pas des fake news. Oui. Alors on ne sait sans doute pas tout, mais on sent bien qu'il y a voilà, des choses qui se passent et que les réseaux et l'IT sont derrière ces évolutions d'influence internationale. Et puis peut-être plus proche de nous, j'ai été très intéressé par le débat qui s'est invité dans notre sphère politique nationale, cette fois-ci autour de l'automatisation, avec une question qui, de mon point de vue, est sans doute peut-être pas complètement bien posée parce qu'elle tend à opposer automatisation en tant que vecteur de progrès à automatisation comme source de destruction d'emplois, ce qui revient à associer automatisation à substitution du travail de l'homme par la machine. C'est un vieux débat, hein, qui Débat. n'est pas nouveau, mais qui reprend quand même une nouvelle actualité ces derniers temps. C'est assez récent, de mon point de vue, de le voir s'installer dans le débat politique en année d'élection présidentielle. Et on peut regarder le sujet comme automatisation versus substitution. On peut aussi le voir, et c'est plutôt mon parti pris, comme automatisation versus redéfinition. Ou remobilisation d'énergie libérée par l'automatisation sur plus d'innovation. Alors, tout le monde est un petit peu dans l'expectative, là aussi, l'époque un petit peu anxiogène cristallise sans doute le débat de façon un petit peu particulière. Mais pour prendre un exemple, il y a une centaine d'années, quand on a mis l'eau courante dans les immeubles, effectivement, des jobs de porteurs d'eau ont sans doute disparu à l'époque, et qui aurait imaginé qu'on aurait un petit peu plus tard, je ne sais pas combien il y a de plombiers en France, mais sans doute quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers. Et donc on voit bien que l'automatisation n'est pas forcément destructrice d'emplois, mais sans doute plus vecteur de redéfinition de nouvelles typologies d'emplois. Et puis sur peut-être un exemple technologique plus proche de nous, je crois qu'on sait faire voler des avions sans pilote depuis sans doute 50 ans maintenant. Et pour autant, on continue d'avoir des pilotes dans les avions. En revanche, le rôle d'un pilote dans l'avion est sans doute très différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 50 ans. D'ailleurs, je crois même qu'il y a une pénurie dans l'aviation internationale sur le recrutement des pilotes. Et donc, voilà, automatisation versus disparition d'emplois ou automatisation versus redéfinition d'une nouvelle économie, l'histoire le dira. Mais j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant de la semaine et des semaines, et sans doute des semaines à venir également. Puisque vous parlez de pilote dans l'avion, il y a eu le film très récent avec Tom Hanks sur Sully, l'atterrissage, et effectivement, si l'homme n'avait pas été dans l'avion, on ne sait pas trop ce qui serait arrivé. Donc bon, c'est toujours un vieux débat entre l'homme et la machine. Mais bon, on va rester sur cette note assez optimiste, qui n'est pas très étrangère au fait que vous soyez dans une société d'innovation. Donc on peut si vous étiez dans un autre secteur, vous auriez peut-être une approche un petit peu différente. Alors, pour en revenir un petit peu plus à Juniper, donc on s'était vu il y a un an environ, et donc il y avait eu la création du poste de directeur général de l'entité française, donc de la filiale française, et bon, vous en êtes le premier destinataire. En un an, finalement, la création de ce poste de direction générale pour une filiale française de Juniper, qu'est-ce qu'elle a changé? Et en particulier, vous aviez dans votre portefeuille de clients, de mémoire, je crois que vous aviez 2 tiers d'opérateurs et 1 tiers d'entreprises. Et votre objectif, c'était de booster un peu le côté entreprise. Donc, où est-ce que vous en êtes dans cette évolution?
Alors les choses ont... D'abord, je suis toujours là, un an après, et avec plaisir. Les choses ont bien avancé. Évidemment, l'activité que nous avons auprès de nos clients service providers est restée très importante sur l'ensemble des dimensions de notre offre et des sujets sur lesquels nous les accompagnons. C'est exact qu'un des enjeux que nous avions pour la France, et plus généralement pour Juniper, était d'ailleurs en partenariat très souvent avec nos clients service providers qui dans ce cas deviennent des partenaires, d'accélérer, de renforcer notre activité dans le monde de l'entreprise. C'est ce que nous avons commencé à faire. Les premiers résultats de ce point de vue-là sont très bons. Alors, si je mets de côté l'activité pure service provider au sens opérateur télécom, nous avons plusieurs verticaux, chez Juniper en général et en France en particulier. Un vertical dit cloud, dans lequel on va retrouver l'ensemble des acteurs du cloud à la française et également des sociétés qui utilisent les infrastructures de cloud et de data center pour proposer un certain nombre de nouveaux types de services numériques. Cette activité a été en très forte croissance pour nous en 2016, d'un facteur 2 à 3. Donc extrêmement forte croissance, notamment autour des sujets du data center et du cloud, sur lesquels on reviendra peut-être. Un deuxième vertical d'activité autour des entreprises, des grandes entreprises, des entreprises du CAC 40, que l'on adresse en termes d'offres à la fois sur des sujets liés au réseau WAN, au data center, à la sécurité. Là aussi, l'activité a été en très forte croissance, à 2 chiffres. Et en rentrant de plein pied maintenant dans l'année 2007, on sent que c'est une tendance qui se confirme et qui devrait même s'accélérer. On est également très content de voir que notre activité entreprise, plus mid-touch, donc les groupes un petit peu plus petits, et sur lesquels nous dépendons d'ailleurs beaucoup plus de nos partenaires, s'est également développé sur une tendance à 2 chiffres. Et donc, mis bout à bout, on sort d'une année 2016 avec une croissance de nos activités chez Juniper, légère dans le monde du service sur nos clients service providers et forte à très forte sur le monde entreprise et le monde du cloud. D'accord. Donc c'est l'évolution que vous aviez prévue et qui arrive finalement. Alors si on rentre un peu plus dans l'actualité, la semaine dernière vous avez annoncé une offre qui s'appelle Unite Cloud, donc, dont l'appellation laisse penser à peu près à ce que ça peut être, mais en gros l'idée c'est de proposer une offre de gestion du cloud hybride multi-environnement ou multi-fournisseur. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu plus ce dont il s'agit et à qui ça s'adresse finalement ? Alors, cette offre Unite, d'abord c'est important de préciser que c'est quelque part la nouvelle née d'un portefeuille Unite qui existait déjà et qui se renforce, puisque Unite Cloud vient compléter nos offres Unite existantes qui étaient précédemment, qui sont toujours, mais qui pour les premières offres concernaient Unite Branch et Unite Campus et Unite Cloud Enabled Branch. Cette logique d'offre Unite consiste à avoir vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires une approche de solution qui associe dans une logique de campus, de branch et maintenant de cloud, le meilleur de ce que Juniper peut proposer en matière de hardware, donc d'équipement, de produits, en matière de software et notamment dans le registre des solutions de déploiement et de management des infrastructures, et en matière de services d'accompagnement des déploiements de projets. S'agissant de Unite Cloud, on est donc, comme son nom l'indique, dans le monde du cloud, et donc on souhaite proposer cette approche packagée sous forme de solution à nos clients entreprises en premier lieu, pour les accompagner dans leur développement vers le cloud, comme le nom l'indique, avec des use cases, des cas d'usage qui sont du registre du data center IT d'entreprise traditionnelle, mais qui sont aussi les différentes typologies d'évolution vers le cloud, donc cloud privé, cloud public, et de plus en plus cloud hybride, multi-environnement. Et à ce titre, l'offre associe 3 composants majeurs, donc j'y reviens. Un composant produit. On annonce de façon sous-jacente à cette offre Unite Cloud l'arrivée de notre nouveau produit QFX 5110, avec de nouvelles capacités 100 GB notamment, qui sont de plus en plus demandées sur le marché. On voit le QFX 5100 amener des capacités de connectivité 40 GB. On voit beaucoup de clients sauter cette marche-là et aller vers le 100 GB directement. Ça concerne beaucoup d'entreprises, ça, à 100 Go ? Oui, de plus en plus. De plus en plus, on voit aujourd'hui des clients qui initialement nous demandaient des produits, des solutions, dans le cadre de cahier des charges en 40 Go et qui, quelque part, sont en train de passer directement de 10 à 100. Donc ça, c'est le premier building block de l'offre.
Le deuxième, c'est la nouvelle version 3.0 de notre outil de management Network Director, qui permet de simplifier, de rendre cohérente la gestion des déploiements et surtout de l'exploitation des data centers dans ce mode multi-cloud. Donc une brique logicielle de management. Et puis le troisième élément de cette solution, ce sont des packages de services professionnels de déploiement de notre offre Contrail. Donc que ce soit en mode Contrail Networking dans le réseau ou Contrail Cloud dans les infrastructures de data center, avec ce qu'on appelle des Jumpstart Packages, qui sont la capacité à dérisquer le déploiement de ces solutions. Mais alors, est-ce que cette solution, elle concerne des entreprises qui veulent aller vers le cloud et qui, pour l'instant, n'ont pas de solution, ou est-ce que des entreprises qui ont déjà des bribes par-ci, par-là, peuvent consolider leur offre et évoluer vers plus de cloud, entre guillemets, avec cette offre-là? Alors, elle concerne les deux, sans doute sans surprise. On a peu d'entreprises clientes qui partent de zéro et donc qui nous disent je veux aller immédiatement et complètement vers le cloud. La plupart de nos clients ont des écosystèmes applicatifs assez hétérogènes avec souvent du legacy qui a été construit pour être traité en interne et qui seront difficiles ou trop coûteux à porter vers des environnements cloud. Et ces applications legacy resteront souvent dans les infrastructures IT de nos clients. On voit une deuxième génération d'applications être progressivement porter et migrer des data centers internes vers le cloud. Et puis la dernière génération, évidemment, qui sont construites in fine et structurellement pour être portées dans le cloud directement. Et cette offre répond à ces trois besoins. Donc ça veut dire que quel que soit le degré d'avancement ou de maturité d'un client sur le cloud, cette offre-là peut s'adapter et apporter... Très bien. Il y avait un autre point aussi que vous aviez mentionné quand on s'était vu il y a un an, qui était que l'idée de softwareisation des services, donc le software defined, c'est un peu la tarte à la crème, mais enfin ça, on en parle tout le temps et ça veut dire quelque chose. Et en particulier, c'était le début de la dissociation entre votre logiciel. Je crois que 90% de la R&D chez vous, c'est du développement logiciel. Ce qui, a priori, est un peu contre-intuitif, on pourrait vous penser en tant que développeur de hardware. Mais donc la dissociation entre un JunoOS et puis le matériel. Donc finalement, quel était l'intérêt de cette proposition et qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a donné en fait des entreprises qui se focalisent sur votre valeur ajoutée, qui est le logiciel, et puis acheter du matériel peut-être un peu, je ne veux pas dire bas de gamme, mais en tout cas moins cher? Alors, c'est exact de rappeler que l'essentiel de nos efforts en R&D porte sur Junos en tant que système d'exploitation de nos routeurs, nos switches et nos firewalls, mais également, et de plus en plus, sur les services directement construits de façon softwareisée, mais qu'en tout cas, 90% de nos efforts de R&D sont dans le monde du software, ça c'est exact, et comme vous le dites, c'est assez contre-intuitif, ou en tout cas paradoxal par rapport à nos modèles d'affaires historiques qui vendent du hardware. En tout cas, jusqu'à un passé très récent et encore aujourd'hui. Et donc, nous avons affiché sur le marché une ambition qui consiste à dire, d'ici 2020, nous voulons que 40% des revenus de Juniper soient constitués non plus de hardware, mais de software. Vous en êtes à combien aujourd'hui à peu près? Aujourd'hui, on est sans doute autour de 20%. On ne communique pas sur des chiffres très précis, mais voilà, 20% c'est une bonne estimation. Cette offre software, elle se constitue de différentes briques. De solutions qui, par définition, sont construites purement sur du software, comme Contrail, notre outil d'orchestration de services, qui n'est que du software. Donc ça, c'est une part d'activité qui se développe. On gagne de nouveaux clients et la croissance est largement à 2 chiffres encore cette année sur ce bloc d'activité Contrail. Deuxième typologie d'activité software, ce sont les anciens équipements de routage ou de sécurité construits sous forme d'appliances physiques qui aujourd'hui sont vendus sous forme d'appliances logicielles, donc le Virtual MX, le Virtual SRX, pour mettre quelques noms de produits. Et ce sont ceux-là qui ont vocation à venir sans doute en premier lieu atterrir sur les serveurs x86 ou, s'agissant du Virtual SRX, du QFX ou du MX, donc en tout cas vendus indépendamment du hardware. Ça, c'est en train de se développer très vite. Virtual SRX notamment, qui est notre firewall logiciel, est retenu devant beaucoup de ses concurrents, par beaucoup de nos clients, et de plus en plus est retenu en substitution de l'équipement matériel que l'on vendait précédemment. Donc ça prend une belle ampleur.
Et puis la troisième partie, c'est effectivement la capacité à dissocier notre système d'exploitation du hardware sur lequel il s'assied. Ça avance doucement. On a beaucoup de clients qui regardent, de partenaires, qui construisent des services managés sur la base de ces infrastructures, qui regardent, qui lancent des expérimentations, qui POC. Et on pense que ça va décoller en 2017. Mais c'est sans doute sur ces 3 briques logicielles la partie qui est encore en train en phase de gestation. Mais si on se retourne sur les 20-30 dernières années, il y a des mouvements d'intégration, de désintégration, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il fallait que tout soit distribué et puis après il y a eu le phénomène d'appliance et puis maintenant on parle d'hyperconvergence et l'hyperconvergence finalement c'est l'intégration sur un même système. Donc est-ce que vous pensez qu'on va aller définitivement vers cette distribution avec le logiciel qui va pouvoir se déposer un peu partout, ou est-ce que malgré tout le fait d'intégrer les deux permet d'accéder à des fonctionnalités ou des performances supérieures? Nous on pense que ce n'est pas incompatible, c'est-à-dire que l'ouverture de notre software désagrégé à des tierces parties peut être utilisée par nos clients, nos partenaires en mode best of breed, dans une logique de je construis moi-même mon propre écosystème et je vais chercher là où j'ai envie ou là où je pense que la solution est la meilleure, les différents composants. C'est pas nécessairement incompatible, par exemple, d'un mode de cloud ou de data center hyper convergé, où bien entendu on est dans une logique où un intégrateur va lui-même, pour le compte de son client final, finalement gérer cette intégration, mais aura besoin d'aller chercher des composants ouverts qu'il pourra intégrer les uns entre les autres. En fait, vous voulez dire que les deux approches finalement sont complémentaires plus que concurrentes? Les deux approches partagent le même sous-jacent d'ouverture, mais sont complémentaires dans la façon dont un client les utilise, soit en laissant un intégrateur, fournisseur de services au milieu, qui va gérer cette intégration pour construire la meilleure offre à la demande, soit parce qu'un client va souhaiter le faire lui-même. Alors l'année dernière aussi, vous avez un partenaire important, un client important qui est Orange, un partenaire important qui est OBS. Et donc OBS avait lancé une offre qui s'appuyait sur des briques de chez vous, qui s'appelle EasyGo Network. Comment ça a évolué? Qu'est-ce que ça a donné? Alors EasyGo Network, c'est le nom de l'offre, la marque de l'offre OBS. Je leur laisserai le soin de commenter la façon dont eux-mêmes sont contents de leur offre. Mais ce qui est exact, c'est que l'année dernière, quand on s'était vu, on était dans une phase de pilote commercial, c'est-à-dire un certain nombre de clients étaient pré-équipés ou pré-connectés par cette offre EasyGo Network qui consiste à permettre à des clients entreprises d'un opérateur comme OBS de venir provisionner par eux-mêmes à la demande un certain nombre de services consommés de façon software via un portail de self-care. On est passé en un an donc de cette phase de pilote commercial qui concernait une dizaine de clients, un lancement commercial officiel. OBS a communiqué largement sur le sujet. Donc l'offre est lancée, fait partie à présent du portefeuille d'offres connectivité d'OBS, est déployée à la fois auprès des clients français et des clients internationaux d'OBS, et Contrail, donc en tant qu'orchestrateur SDN, a été reconfirmé comme l'outil logiciel d'orchestration des services proposés par OBS, et ça se développe très vite. Très bien, écoutez, on va rester sur cette note plutôt positive. Absolument, et très optimiste. Thomas Desrues, merci beaucoup. Merci.